Tom, à toi de prendre la J'avais parole. une question au niveau de la défense. On dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque. Et est-ce que c'est pas un peu dangereux ou de jouer avec le feu de dire qu'il faut absolument défendre? Faut pas perdre le ballon. Je pense qu'il faut déjà prendre plaisir à défendre. Je pense que la défense c'est un plaisir. Il faut avoir envie de défendre. Je pense que même si on n'est pas un grand défenseur, si on a envie de défendre, ça masque beaucoup de choses. Et ensuite, derrière, je pense que tout doit partir de la défense parce que quand on défend, eh ben, on fait des stops. Et quand on fait des stops, l'équipe adverse, il faut qu'elle replie en se disant j'ai pas marqué. Donc, et nous, on peut courir. Et il y a un impact psychologique qui est énorme. Donc tout le monde veut défendre, tout le monde veut faire des stops. Mais je leur dis toujours que voilà, il faut qu'on arrive à trouver ça parce que c'est par là que ça commence. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on veut défendre et on doit s'entraîner, je sais pas, 8 fois par semaine et on a un seul entraînement défensif. Ça, c'est le paradoxe du truc. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de paradoxes quand même dans ce que tu nous racontes. Hein. Donc tu vois, c'est marrant, mais bon. L'avantage de la défense, en tout cas, c'est que même si c'est dans un mauvais jour, que tu rentres pas tes shoots, t'as aucune excuse. Exactement. Tu dois revenir en défense, c'est pour ça. Il faut être un gros défenseur. On parle un peu technique avec toi, Tom, parce que le temps file. Oui, avec certaines qualités chez un basketteur, notamment chez toi, si tu nous disais que tu étais un shooter à 3 points. Avec tout d'abord, pour expliquer un petit peu à tout le monde, les meilleurs tireurs sont le plus souvent les arrières, mais maintenant ça commence à changer tout de même. Je pense notamment à Ray Allen qui était un arrière qui a marqué un grand nombre de points. Maintenant on voit un peu plus par exemple Stéphane Curry ou Paul George qui sont des stars en Amérique. Pas que, ouais. Il y en a tellement. On a l'impression que dans leurs gestes c'est très très simple, c'est fait avec une facilité assez extraordinaire. Et est-ce que chez ces 3 tireurs ou chez les meilleurs tireurs au monde, est-ce que c'est un talent qui est inné ou est-ce que c'est une charge de travail très conséquente? Je pense qu'il y a les deux. Je pense que pour les très grands, c'est d'avoir un talent. Mais aujourd'hui, le plus dur quand on a le talent, c'est qu'il faut travailler plus. Je pense que c'est les joueurs de talent qui travaillent le plus au monde. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui travaille le plus, c'est LeBron James. Et sûrement. Et après, je pense que ça se travaille parce que si on répète 500 tirs ou 1000 tirs par jour, à force, je pense que c'est une qualité, c'est une aptitude qui n'est pas forcément innée, qui se développe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir le geste parfait pour être adroit. Certains vont l'avoir depuis toujours et puis certains le développent. Je pense que les deux sont largement possibles, quoi. Et donc cette dextérité, oui, c'est ça, c'est un grand nombre de tirs répétés ou il y a aussi d'autres techniques pour l'adopter? Pour l'adopter, il y a déjà une mécanique à avoir. On répète des exercices de mécanique pour essayer de rapprocher de la perfection, ce qui est toujours jamais évident. Donc très routinier finalement. Ouais, c'est beaucoup de routines. Le tir, c'est des routines qu'on fait en étant jeune, des exercices précis. Moi, j'ai toujours 4-5 exercices que je fais beaucoup pour apprendre les gammes. Un musicien, il fait des gammes, c'est souvent pour regarder. Je pense que le shooter ou pour être adroit, il faut répéter certaines gammes et qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que beaucoup de coachs au haut niveau, je pense qu'on l'oublie et qu'il y a certains coachs qui continuent à répéter ces gammes. Voilà, je pense que je reprends Jasikevičius, mais pour l'avoir vu, son équipe, on voit beaucoup de gammes, beaucoup de choses qu'on oublie chez les jeunes, qui eux répètent, parce que dans le pays de l'Est, je pense qu'on est très fondamentaux, et que des fois on oublie les fondamentaux. C'est le problème français, on a tellement de joueurs athlétiques qu'on pense qu'on est fort athlétiquement et on oublie les fondamentaux. Voilà, c'est le truc. Et puis après, il y a la répétition. Aujourd'hui, faut shooter pour devenir adroit, pour prendre des sensations, des repères. Et je pense que c'est du travail, hein, franchement, pour être très adroit. On met pas 3 tirs à 3 points d'affilée comme ça. Je pense que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de confiance. Et ensuite, ça vient pas en arrivant en disant je vais mettre des tirs à 3 points. Ouais. Alors moi je l'ai fait une fois, ça marchait juste la première fois. Tu sais, c'est comme le bowling, on en parlait tout à l'heure. Tu fais un strike la première fois, t'en refais plus jamais. Mon frère faisait du basket à bon niveau et moi j'allais l'accompagner et j'allais le chercher à la fin de l'entraînement parce que j'étais plus vieux que lui, j'avais le permis. Et à la fin de l'entraînement, il part se doucher, j'attends et un ballon arrive à mon pied. Et donc je suis vraiment angle 0, vraiment en corner et je shoot, ficelle. Et à partir de là. Et le coach vient me voir et me dit ouais, on recherche des seniors. Il a vu shooter là-dedans, il est pas mauvais le petit là. Petit bras droit. Et j'ai dit non, mais ça serait une escroquerie. Et effectivement, j'ai plus jamais rentré un shoot de ma vie. Pour ajouter un truc très rapidement aussi, je pense qu'il faut pas négliger la prise d'information. Moi, j'avais vu un reportage sur Stephen Curry. Très important. Où c'est incroyable, la prise d'information. Ils expliquaient qu'avant de recevoir le ballon, limite, il a déjà presque ses mains qui sont prêtes à armer. Et en fait, il reçoit à peine le ballon qu'il a déjà armé son tir. Et en fait, on voit aujourd'hui que les meilleurs tireurs aussi, c'est ceux qui sont capables d'armer très très vite et de shooter alors qu'il y a un défenseur devant eux. Et d'être techniquement capable de finir son geste, parce qu'on en voit tellement qui ont l'impression d'avoir marqué avant même que le ballon soit sorti de la main. Ah bah oui, mais c'est, je veux dire, à ce niveau-là, tu shootes le ballon dès qu'il quitte tes mains, tu sais s'il rentre ou pas. Il s'élève déjà avant que le panier soit rentré à chaque fois. C'est hallucinant ça. Et d'ailleurs, c'est Joe Passaf Ducteil que je salue, qui sent aussi les choses et qui est capable en plus de galvaniser tout un banc avec lui,
qui sur un shoot, quand il sent qu'il est parti correctement, qu'il va rentrer, il est debout avant tout le monde. Il sait que le ballon va rentrer ou pas. Moi, je le vois quand on travaille avec nos filles, je suis capable de leur dire quand elles marquent ou pas sur leur coordination, sur leur gestes, et de savoir avant. Ça marche souvent, donc c'est plutôt sympa. Je leur dis là c'est bon, et hop ça rentre. Ça rentre, et c'est ça qu'on travaille, c'est justement répéter le geste pour qu'il soit vraiment à chaque fois le même possible, et l'efficacité grandit dans ça, quoi. Tom ? J'ai pu noter également qu'il y avait de plus en plus de tirs à 3 points qui étaient tentés, avec des records ces dernières saisons en NBA, ou même Anderson, qui était joueur du Gravelines Dunkerque l'année dernière, et qui avait inscrit 12 tirs à 3 points sur un match, donc qui était vraiment un record. Est-ce qu'on a un basket moderne qui est en train de changer ? Même chez les filles, donc, du coup. Oui. Disons que le premier qui l'a évoqué, c'est Greg Popovich aux Spurs, qui expliquait que le basket était un sport de tir à 3 points et qu'il détestait ça. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est effectivement devenu un sport de tir à 3 points. On en voit beaucoup, puis ça compte 3 points, donc c'est quand même. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Un match. Mais justement, je pense qu'il faut pas en abuser, il faut pas en surabuser. Parce que c'est un risque, l'adresse, ça fluctue. Mais en revanche, on peut pas négliger que dans la construction d'une équipe, c'est important d'avoir des gens capables d'être dangereux à 3 points. D'où le fait qu'il parlait de mettre une ligne à 4 points. C'est vrai que ça a été un débat, ça. NBA, mais parce que c'est pour le spectacle, en fait. Et le problème, c'est que, comme tu dis, Julien, Stephen Curry, c'est super parce que ça crée un spectacle. On dit il prend des shoots incroyables. Mais ça a aussi un effet pervers au niveau des jeunes qui, aujourd'hui, essayent de le copier. Et on voit en département de plus en plus de jeunes prendre des tirs improbables parce que le modèle, il est là. Tu sais qu'en départemental, en général, c'est les gens qui n'ont pas un physique qui leur permettent de courir pendant 10 km. Ils arrivent, ils voient la ligne à 3 points, ils se mettent derrière, ils shootent. C'est les meilleurs shooters. Hein. Laurent Charbonnier. Voilà. Il y a des références. Très bien. Mais bon. Bon, une dernière question, Tom, à moins qu'on ait fini. Sinon. J'avais une dernière question, mais allez, je pense qu'on y a répondu depuis. C'est est-ce que l'adresse et la dextérité sont devenues des qualités indispensables chez un basketteur ? Ah bah ça, la dextérité, c'est vrai que ça a toujours été, mais est-ce que ça a toujours été après ce changement. Je pense qu'aussi ça évolue avec les qualités des personnes. Les gens sont devenus plus rapides, sont devenus plus intenses, et qu'aujourd'hui, à n'importe quel poste, on a des gens qui dribblent et qui tirent à 3 points. Et que c'est une force supplémentaire. Quand on a un grand qui est capable de tirer à 3 points, ça lui donne une arme en plus. Et aujourd'hui, c'est des facteurs qui sont indispensables pour atteindre le haut niveau. On a l'impression que c'est culturel quand même, parce qu'on voit vraiment, comme il disait, on voit vraiment de plus en plus de joueurs, même des postes 5, genre Joel Embiid, etc. Les gars, ils prennent des shoots à 3 points et tout. Tu dis, mais il y a 10 ans de ça, même, c'était. Et ils travaillent. Et il travaille surtout. Et il travaille. Il travaille pour l'acquérir. Et ça, c'est des aptitudes qu'on voit pas. Alors toi, t'enseignes dans l'éducation nationale. C'est des choses qu'on travaille pas, par exemple, à l'école, parce qu'on travaille d'autres valeurs. Peut-être le basket, on le pratique à l'école. Ouais. Et pour autant, moi, j'ai jamais eu le droit de dribbler à l'école. Ouais, on travaillait le démarquage, la cohésion, faire travailler tout le monde. Souvent, on supprime le dribble parce que le problème, c'est que les gamins, la première chose qu'ils ont quand ils voient le ballon, c'est même chez les débutants, c'est ils veulent dribbler parce que le basket, c'est un sport où on dribble. Sauf qu'en fait, avant ça, le dribble, il doit servir à progresser. Et il faut leur faire intégrer que le but, c'est de progresser et pas de dribbler pour dribbler, en fait. Voilà, c'est tout simple. Et tu travailles aussi justement ces valeurs de collectif, comme tu en as beaucoup parlé, Julien, parce que celui qui a des aptitudes, effectivement, à l'école, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, et donc celui qui sait dribbler, qui voit qu'en face, il n'y a pas grand-chose, il part tout seul, et les autres, ils n'existent pas, quoi. Ouais, bah oui, avant tout, on essaie de travailler ce collectif quand même, puis aussi équilibrer les équipes, varier les groupements, plein de petites choses qui font que... Après, le basket n'est qu'un support, je veux dire, c'est les valeurs éducatives à développer qui sont primordiales. Et puis après, c'est le basket en fait qui est support pour développer ces valeurs, quoi.